Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission La Bulle Bleue, une émission coproduite par Audencia et Major Prépa. Ce numéro sera le premier d'une série de 2 épisodes qui seront consacrés au thème de l'année, à savoir l'animal. Pour vous accompagner, je suis avec 2 professeurs de culture générale, Véronique Bonnet et Frédéric Bretéché, qui, lors de ces 2 émissions, décrypteront une liste de sujets classiques pour la première émission, loufoque, donc restez bien jusqu'au bout de la première et surtout regardez la deuxième par la suite pour la deuxième émission. Pour cette première chronique de l'émission, la Bulle Time, la chronique des actualités d'Audencia. Première actualité de l'école, c'est le classement Happy at School d'Audencia. Ce classement est un nouveau type de palmarès qui n'est basé que sur un critère, à savoir la satisfaction des étudiants. Il est à noter qu'Audencia, avec un score de 8,48 sur 10, réalise la deuxième performance de l'ensemble des grandes écoles de commerce. Ce qu'il y a aussi d'intéressant à noter, c'est qu'Audencia est en progression par rapport à l'année 2020. Cette note de 8,48 sur 10 a été obtenue par le sondage de 15 questions et de 5 critères auprès de l'ensemble des étudiants. Ces 5 critères sont les relations d'entreprise, la confiance en l'avenir, les installations et l'environnement, l'enseignement et la pédagogie, et enfin la vie étudiante. Dans l'ensemble de ces critères, Audencia se classe bien au-dessus de la moyenne des grandes écoles de commerce. Deuxième actualité, la création par Audencia de son propre CFA, de son propre centre de formation des apprentis. Donc dès la rentrée 2021, Audencia proposera près de 300 places en apprentissage pour tous ces programmes, et notamment pour le programme Grande École, qui est celui qui nous intéresse, où vous pourrez accéder dès la fin de la première année à un parcours d'apprentissage qui vous permettra non seulement d'être payé et rémunéré pendant vos études, mais aussi de voir pris en charge vos frais de scolarité. C'est donc un dispositif qui s'inscrit dans la logique d'ouverture sociale que vous avez pu découvrir lors de la précédente émission de présentation du plan stratégique d'Audencia, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez toujours pas fait. Passons maintenant à l'animal avec notre rubrique En ébullition. Pour cette chronique en ébullition, nous allons traiter différents sujets, alternativement par Frédéric et par Véronique. Frédéric, je te laisse présenter ces sujets. Donc 6 sujets que nous allons nous répartir autour d'un fil conducteur que je vais résumer de la façon suivante, puisque force est de constater que de nombreuses personnes souhaitent avoir un animal. Sans doute se dira-t-on que c'est par amour des bêtes, ou peut-être encore est-ce parce que se regarder ou regarder l'autre est une chose complexe qui ne renvoie jamais à soi qu'une image déformée. Dès lors, dans cette quête de soi, l'animal est-il le meilleur miroir de l'homme ? Pourtant, le reflet tendu à l'homme par l'animal n'est jamais loin de faire de lui un étrange animal, qui, à bien y regarder, ne peut mener l'homme qu'à constater que n'est pas un animal qui veut. Dès lors, que peut-on attendre des animaux ? Premier sujet donc que nous allons aborder, avoir un animal. Véronique, pouvez-vous nous traiter ce sujet en 3 minutes ? Avoir un animal. Alors, dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, il y a une sagesse qui consiste à apprivoiser un renard en s'en approchant un peu plus chaque jour, avec respect, sans vouloir se l'approprier nécessairement. Et d'autre part, toujours dans ce même texte d'Antoine de Saint-Exupéry, il y a une demande qui est faite par le Petit Prince à l'aviateur de dessiner un mouton. Alors un mouton qui aurait telle posture, seulement telle posture, qui serait choisie par celui qui la dessine, qui l'enfermerait dans une façon d'affirmer sa vivance? Non. Mais par contre, une caisse fermée qui permet au mouton qui est à l'intérieur de prendre la posture qu'il veut, oui. Avoir un animal semble être un arraisonnement, une appropriation qui serait indue de la vivance d'un vivant qu'on voudrait faire sienne, soit parce que l'être humain veut faire de cet animal une présence quotidienne, commode, muette, ou veut simplement de la laine, de la fourrure, du lait, de la chair. Par exemple, dans la laitière et le pot au lait de La Fontaine, il est question, à partir du lait, d'acquérir une centaine d'œufs, et après, il y aura des poules qu'on pourra échanger, qu'on pourra revendre, et on aura un cochon, on aura une vache, on aura un veau.
Mais si on regarde bien, on s'aperçoit que avoir un animal, qu'on l'élève ou qu'on l'installe près de soi, peut se retourner. Peut-être que celui qui a un animal est possédé par cet animal. Alors j'ai parlé d'abord d'élevage, initialement, il y avait les chasseurs-cueilleurs, et à un moment, les humains sont dissociés. Il y a ceux qui se sont sédentarisés parce qu'ils cultivaient des végétaux. Il y a ceux qui sont devenus nomades parce qu'ils suivaient des troupeaux. Et d'une certaine façon, la place de chacun dans le monde, nomade, sédentaire, a été ici tributaire de la part de nature que tel ou tel s'était arrogé. Et même le propriétaire du chien finit, il y a une scène célèbre dans le dessin animé de Walt Disney qui s'appelle Les 101 Dalmatiens, finit par avoir les traits de l'animal qui l'accompagne et qu'il croit posséder comme on possède un bien meuble, c'est-à-dire la définition de l'animal dans l'ancien code en France. Mais si on regarde bien, est-ce que cette appropriation n'a pas une dimension très judicieuse et très précieuse? Il y a une autre fable de La Fontaine qui s'appelle Le laboureur et ses enfants. Et là, il y a un laboureur qui va mourir et qui préconise à ses enfants de chercher un trésor dans les champs qu'il leur laisse. Et les enfants, ils vont tellement creuser le sol qu'ils vont s'apercevoir que le vrai trésor, c'est de s'approprier des savoir-faire, de s'approprier des savoir-être. Et donc peut-être, quand on dit avoir un animal, le véritable trésor, c'est de s'occuper d'un vivant pour un être existant. Très bien, merci Véronique pour ce premier traitement de sujet. Donc voilà, ce sont des références que vous pouvez également utiliser, mentionner pour vos copies de concours. Et on va avoir un sujet qui sera traité par Frédéric Bretéchon. On parlait justement du fait qu'avoir un animal, souvent on peut avoir même ce sentiment que cet animal nous possède. Et peut-être par amour des bêtes, Frédéric, pour enchaîner sur un second sujet. Alors oui, par amour des bêtes, c'est un sujet qui appelle une mise en garde immédiate. Par amour des bêtes, ce n'est pas l'amour des bêtes. L'amour des bêtes est un sujet un peu ambigu, puisqu'il désigne aussi bien l'amour que nous porterions aux bêtes, que l'amour qui émanerait des bêtes pour elles-mêmes, entre elles, pour ceux qui les entourent, et pour nous, qui sait. Par amour des bêtes renvoie par la locution adverbiale par amour à une projection de soi hors de soi, un débordement de soi vers un objectif que l'on vise. Par amour, ça devient un moteur qui est la marque du désir, qui meut, qui nous émeut, l'objet de ce désir étant les bêtes. Les bêtes, dit le sujet, comme le consacre l'expression, et non l'animal. La bête, ce n'est pas l'animal. La bête, c'est la bestia en latin, qui est l'antonyme d'homo, l'homme, animal étant lui l'être vivant qui inclut l'homme. Donc bestia a tout son cortège de représentations qui crée une hiérarchie depuis longtemps héritée et qui érige l'homme au sommet de cette hiérarchie. Donc la bête renvoie à l'animalité plus qu'à l'animal, l'animalité qui distingue justement l'animal de l'homme. Or, l'amour, dans la locution adverbiale, par amour, l'amour est à la fois la traduction d'un manque, c'est l'éros, et le désir de ce qui manque. C'est un bien qui est l'amour ou l'amitié, qui est la philia, donc c'est le désir en réalité de ce qui ne manque pas. Et puis c'est une joie également, c'est l'agapé, qui a un désir de ce qui est. Puis-je véritablement agir, donc, me mouvoir et m'émouvoir par un désir qui me porte vers les bêtes, c'est-à-dire vers l'animalité. Cela impliquerait que la bête serait à la fois l'objet d'un manque, d'un bien-être et d'une joie. Cela impliquerait de fait que l'homme, par amour des bêtes, pourrait être mu par un désir d'animalité,
Et naturellement, cela ne va pas s'en poser des problèmes. Parce qu'a priori, l'homme a un rapport d'indifférence, de distance, voire de rejet, et pourquoi pas même de haine pour l'animal. Pourtant, cette haine, qui étymologiquement signifie monter une haie pour ne pas être le témoin de l'autre, le témoin qui est testis, donc la haine c'est détester, c'est se séparer du témoin. Cette haine, eh bien, aveugle l'homme par sur la curiosité qu'il pourrait éprouver vis-à-vis de l'animal. Or, cette curiosité, et là encore par étymologie, marque de désir. Donc, il éprouve malgré tout une curiosité pour un animal qu'il tient à distance et qu'il ne cesse d'interroger. Au point qu'il y aurait peut-être dans cette curiosité pour l'animal quelque chose qui tiendrait, pourquoi pas, de l'amour, par lequel l'homme découvrirait en lui un manque, celui d'une altérité, qui ne serait autre que lui-même, puisque depuis Rimbaud nous savons que je est un autre, une découverte donc, ou une épiphanie de soi, comme étant véritablement autre, par amour des bêtes, devenu une forme de miroir tendu à notre humaine condition. La transition est parfaite vers un troisième sujet. On espère que vous grattez bien, que vous noircissez des feuilles de révision. Troisième sujet, Véronique. L'animal est-il le meilleur miroir de l'homme? Alors il y a un proverbe très surprenant qui dit « Un lapin russe a bien le droit de regarder un évêque ». Mais que voit le lapin russe d'un évêque? Ou encore, que ressent un évêque lorsqu'il est fixé, il se sent observé par un lapin russe? Théoriquement, que cherche-t-on dans un miroir? On cherche dans un miroir à se voir du dehors, alors que d'ordinaire, on se voit du dedans. Alors si on réfléchit, on a l'impression d'abord que le premier miroir de l'homme, c'est l'homme. C'est un autre homme. L'animal serait un miroir imparfait. Déjà, l'animal ne nous regarde pas, il nous voit. Il n'y a pas nécessairement d'intention de sa part. Sartre, dans Huis clos et ailleurs, montre que quand un humain nous regarde, à un moment donné, et précisément parce qu'il nous regarde à un moment donné, alors que nous on se regarde tout le temps, et donc on ne se voit pas, il peut nous faire honte. Il peut nous rendre fiers. Mais si c'est un autre homme qui nous regarde, peut-être y a-t-il en lui des intérêts, des jalousies, une suspicion. Alors que le regard de l'animal sur nous, qui n'est pas tout à fait un regard, qui peut-être est là par hasard, nous interpelle. C'est un vivant qui voit un autre vivant. Et peut-être son innocence, son absence d'intention et d'attention nous interpelle. Avoir éprouvé le regard d'un chat, avoir croisé les yeux cerclés d'un loir, invite peut-être un certain partage du sensible. Sommes-nous protecteurs ou prédateurs? Sommes-nous concernés ou indifférents? Ce reflet de soi, dans les yeux de l'animal, est par exemple pris en compte dans un poème de Baudelaire qui s'appelle « Le chat ». Dans ses yeux du chat, on peut se perdre. Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, mêlés de métal et d'agate. Mais ce miroir que nous renvoie le chat, le loir, tout vivant, est à géométrie variable. Effectivement, celui qui croit s'y refléter, peut-être projette dans l'œil de l'animal ce qu'il veut y voir. Et cette projection, elle peut aussi bien être positive que négative. Par exemple, Balzac, dans les scènes
de la vie publique ou privée des animaux, tantôt, par exemple dans les peines de cœur d'une chatte anglaise, veut que cette projection soit complice, sensible, éventuellement militante, alors que dans le guide Anne, qui s'adresse aux arrivistes, un âne est arrivé, il veut partager son expérience, peut-être la projection sera-t-elle vorace. Très bien. Merci pour ce sujet qui, pour le coup, est un sujet qui pourrait être donné tel quel au concours. C'est vraiment le type de sujet qu'on retrouve assez fréquemment dans quelques banques d'épreuves. Et justement, Frédéric, pour enchaîner, on va parler, on mentionnait tout à l'heure du fait que le reflet tendu à l'homme par l'animal pourrait faire de lui un étrange animal. Alors ce sujet, étrange animal, un sujet très difficile quand même. Oui, assez difficile, mais finalement il faut y aller pas à pas, comme d'habitude dans toute analyse du sujet. Alors prenons les choses dans l'ordre. Est étrange, ce qui est étonnant, parce que éloigné de soi, ce qui est différent, surprenant, qui est bizarre, peut-être dérangeant parce qu'il dérange nos habitudes, y compris nos habitudes grégaires, comme le ferait le Grégor de la Métamorphose de Kafka. Il déplace nos certitudes. Est étrange, ce qui ouvre une brèche dans mon ordinaire, d'où va émerger inconnu et nouveauté, incompréhension, curiosité pour ce qui n'est pas normal, pour la normale. Si l'animal est étrange, c'est donc pour tout cela, parce qu'il est source d'incompréhension, parce qu'il apparaît différent, éloigné de ce qu'est un homme, parce qu'il est étranger à l'humanité. Ou du moins, l'animal nous paraît-il étrange, ou on le voudrait étranger, c'est-à-dire qui n'est pas d'ici, selon l'étymologie de étranger, extra in eus, donc qui est d'ailleurs, qui n'est pas d'ici. Or, tout éloignement, toute distance est toujours la prise en compte d'un écart entre deux points, qui, par cette prise de conscience, se trouvent malgré tout reliés. Toute prise de conscience d'une étrangeté appelle donc une forme de processus de rapprochement, c'est-à-dire d'identification des points qui, même s'ils sont distants et distincts, se trouvent liés en suscitant une forme de curiosité l'un pour l'autre. Ainsi, l'animal, s'il nous apparaît étrange, appelle nécessairement notre curiosité et suscite à la fois un intérêt, voire une fascination, et le mot fascination renvoie au lien, évidemment, mais aussi une crainte, peut-être même un rejet ou un dégoût, comme c'est le cas pour Grégor. Mais si un animal est étrange à l'homme, son étrangeté l'éloigne-t-elle pour autant de l'homme ? Force est de constater que l'animal, à bien des égards, nous apparaît, et on l'a dit, étrange, parce qu'étranger à l'humaine condition, pauvre en monde, dirait Heidegger, dangereux parfois, car sauvage ou incompréhensible, imprévisible, au point que l'homme peut renoncer à le comprendre, au risque d'ailleurs de l'indifférence et de le rendre invisible. Pourtant, l'animal suscite, et c'est une évidence depuis les cavernes préhistoriques, un intérêt jamais démenti, qui le pousse à le reconnaître, ou du moins à en faire un objet de curiosité. Tout animal est toujours un peu une bête curieuse. Mais en l'observant, en tentant de le comprendre, l'homme s'approche de l'animal et peut aller jusqu'à tisser des liens qui seront des liens de familiarité, des liens de domestique jusqu'à l'accueillir dans notre maison. Ainsi, l'étrangeté de l'animal, si elle peut signer parfois sa condamnation, elle peut également rimer avec singularité et pourquoi pas extraordinaire, mais surtout cette étrangeté peut apparaître comme une chance pour l'homme de se rapprocher d'un autre qui est peut-être lui-même. En effet, l'animal
rend l'homme curieux de lui-même. En travaillant sur l'animal, sur les différences que l'on observe, l'homme est amené à prendre conscience de ce qu'il est, en tissant des liens ténus, en constatant que ces liens qu'il a tissés avec l'animal, même s'ils maintiennent les distances, permettent de découvrir cette part étrange en l'homme de l'animal. Une part bizarre parfois, mais belle aussi, si l'on veut en croire Baudelaire, que citait Véronique, pour qui le beau est toujours bizarre. Et donc on va enchaîner avec un autre sujet qui est mine de rien assez lié à ce dernier, mais forcément très différent, parce que si on applique ce que vous venez de dire au sujet précédent, on fait un hors-sujet. Cinquième sujet, n'est pas un animal qui veut. Oui, n'est pas un animal qui veut. Alors, une telle formulation résonne un peu comme une provocation. Elle place en effet l'animal en situation envieuse, trônant au sommet que seule sa volonté permettrait d'atteindre, sans garantie aucune, car une telle reconnaissance, une telle consécration même, semble être aussi la preuve d'une forme d'élection. Même la volonté ne suffit pas quand on dit que n'est pas un animal qui veut. Donc il faut quelque chose en plus, qui ne semble pas dépendre seulement de ma simple volonté ou de la simple volonté de l'animal ou d'un simple choix. Une telle posture, une telle proposition est bien une provocation à ce qui nous apparaît comme une évidence. Être un animal, théoriquement, ne relève pas de l'élection. Il semble alors, pour appréhender un tel sujet, nécessaire de renverser l'ordre établi des choses et de faire appel, par exemple, à une référence qui mettrait en œuvre un tel renversement. On peut songer évidemment à la planète des singes de Pierre Boulle, mais également à un autre exemple plus proche de nous, parce qu'il a fait l'actualité il y a quelque temps à l'occasion du Brexit, c'est le tableau de Banksy qui s'appelle « Le Parlement des singes ». Sur cette toile, les parlementaires de la Chambre des communes à Londres sont assimilés par un mouvement régressif dans l'évolution des espèces, Gérard Darwin, à des animaux, à des singes, à leurs bêtises, voire, pourquoi pas, à leur violence. Et l'animal devient dès lors la manifestation scandaleuse de l'élection de ce qui gouvernerait l'avenir des hommes, des singes. Voilà ce que l'on nous promet. Nous sommes loin des rêves éveillés d'un humanisme triomphant, et ce tableau se présente comme un miroir déformant, mais où les singes, bien sûr, ne sont pas véritablement des singes. Et chacun peut évidemment se reconnaître, sans jamais vouloir être ces singes représentés par Banksy. En somme, celui qui veut n'est pas un animal. Pour autant, en plaçant l'animal comme un reflet par lequel l'homme se définit en se réfléchissant, il semble lui donner un pouvoir remarquable, et pour ainsi dire, incontournable. L'homme peut-il se penser homme sans l'animal? A-t-il le choix de se passer de l'animal s'il veut être pleinement conscient et libre d'être celui qu'il dit être ou veut être? Un tel renversement, un tel retournement des perspectives pousserait même à affirmer que n'est pas un animal qui veut s'il veut être l'homme qu'il veut. L'homme dont Hamlet dit qu'il est le parangon des animaux, c'est-à-dire le parangon, le modèle, le représentant, la comparaison par l'espagnol, celui par lequel on va se comparer paragonare, donc en italien. A-t-il le choix d'être ou de ne pas être un animal, en reprenant l'interrogation shakespearienne? Force est de constater et de reconnaître qu'une longue tradition, évidemment, a mis l'animal au banc de l'humanité et a poussé l'homme à l'enfermer plutôt qu'à vouloir être enfermé dans le monde des animaux.
Pourtant, nous qui nous croyons libres, le sommes-nous véritablement? Avons-nous vraiment le choix de nous extraire du règne animal? Avons-nous le choix de ne pas être des animaux? Or, s'il apparaît que ce choix nous échappe en bonne part, peut-être s'agit-il moins, dès lors, de se libérer de l'animal que de vouloir faire en nous le choix de l'animal qui veut se libérer afin de devenir qui nous sommes. Très belle conclusion. Dès lors, que peut-on attendre des animaux, Véronique, pour ce dernier sujet? Que peut-on attendre des bêtes? Dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice, il y a un serpent qui est envoyé pour tuer Eurydice. Et Orphée veut tout faire pour qu'elle puisse à nouveau, revenant des enfers, partager avec lui la lumière du jour. Il doit alors anticiper ce que feront les bêtes des enfers. Elles voudront certainement lui faire barrage. Et alors il les paralysera en les charmant par son chant et par sa lyre. La seule chose, c'est que Orphée a méconnu la vie en lui-même. Alors qu'il a la permission de ramener Eurydice chez les vivants, à la condition de ne pas se retourner pour la regarder, une impulsion non maîtrisée le fait évidemment commettre cette erreur, ce qui est fatal. A priori, il serait aisé d'anticiper ce que les bêtes pourraient faire, puisque les animaux, comme tous les vivants non humains, sont autotéliques. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autotélisme? Télos veut dire la finalité. Autotélisme, chaque exemplaire d'une espèce végétale ou animale a pour finalité de réaliser cette espèce. Par exemple, dans le De Natura Rerum, le poète Lucrèce évoque le pommier qui ne peut pas ne pas produire du pommier, il s'autoconstitue, et qui ne peut pas ne pas préparer son remplacement par d'autres pommiers, par le biais des pommes. Le poisson, lui non plus, ne peut pas s'empêcher de produire lui-même et d'autres poissons qui pourront lui succéder. Pourtant, si on parle de finalité, ceci, bien sûr, peut aller tout à fait en contradiction avec la notion d'évolution des espèces, évolution de l'animal. L'animal n'est pas réductible à une direction. Il peut s'adapter, il est plastique. Et c'est donc en ce sens que Emmanuel Kant, dans un texte qui s'appelle La critique du jugement, dans la deuxième partie, qui s'appelle Critique du jugement téléologique, montre que ce qu'on pourrait attendre des animaux serait en réalité amené à s'infléchir. Et lorsqu'il évoque les vivants, il parle non pas de finalité, mais de la forme de la finalité. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il y avait une direction, mais cette direction va pouvoir s'adapter au milieu, se réinstaller autrement, pourra désactiver certaines fonctions, activer d'autres fonctions, pour que l'espèce survive. Le chant du rossignol, et là c'est dans la première partie de la critique du jugement de Kant, le chant du rossignol naturel surgit et peut sidérer, alors que le chant du rossignol artificiel de la boîte à musique est seulement attendu. Très bien, merci Véronique et merci Frédéric pour le traitement
de ces 6 premiers sujets. On espère que vous avez, noirci de nombreuses feuilles blanches que vous allez même réécouter l'émission probablement pour, bien noter toutes les références. Alors on le rappelle, hein, ne faites pas de vos dissertations un enchaînement de références, avant tout comme vous l'avez vu Frédéric et Véronique dans leur exercice. Il s'agit de réfléchir autour des concepts du sujet, des concepts de sujets que l'on va voir dans une 2 émission qui sortira dans quelques jours, des sujets un petit peu plus rigolos. Voilà, on va clôturer cette émission et on vous invite à regarder l'émission suivante qui sortira dans quelques jours. Notez-le dans vos agendas, dans tous les cas regardez-la pardon, avant, de passer vos épreuves de concours. À très vite.